Lundi 2 décembre 2019, mesdames, messieurs, bonjour, les titres du journal. Approfondir la réflexion et sensibiliser l'opinion sur la lutte actuelle contre l'esclavage de type moderne. Tels sont les enjeux de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. L'événement est célébré ce 2 décembre. 37,9 millions de personnes vivent avec le VIH selon l'Organisation mondiale de la santé. 53% ont réussi à supprimer le virus. C'est le cas de Maxime, un jeune béninois qui est affecté depuis 1989. Il est indispensable pour la santé mais très difficile à produire. Le sel qui donne la saveur à nos mets peut être aujourd'hui produit de façon écologique, à savoir avec le soleil. Ce lundi, la communauté internationale commémore la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. L'objectif de cette journée est d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavage telles que la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés et le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés. René Arossi et Stanislas Linkmon nous parlent de l'esclavage et de ses impacts sur l'Afrique. Environ 13 millions d'esclaves ont été de force embarqués de l'Afrique pour l'Amérique par des Européens du XVIe au XIXe siècle. La dernière esclave survivante amenée aux États-Unis en 1860 s'appelait Sally Smith. D'origine béninoise et de son vrai nom, Redoshi, elle a été enlevée dans un village de l'actuel Bénin à l'âge de 12 ans. Redoshi a servi comme esclave pendant plus de 70 ans dans une plantation jusqu'en 1937 à Alabama. L'esclavage, ça se pratique généralement sur le plan local. Mais l'esclavage s'est transformé en traite négrière lorsque ce circuit, ce commerce s'est internationalisé entre les trois continents, notamment l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Pour obtenir les esclaves africains, des armes à feu, du vin, de la pacotille, des coquillages et même des coris étaient entre autres utilisés comme monnaie d'échange. Une pratique qui a causé la dislocation des grands empires africains. Déportés au cours de 4 siècles, près de 100 millions de jeunes du continent, ça a un impact irréfutable sur le développement. L'impact est également politique. La traite négrière est un des éléments explicatifs du retard que ce continent a connu parce que justement, on ne déportait pas n'importe qui. Les vieillards édentés, incapables de travailler, les femmes au sein pâles, etc., ne sont pas recherchées. Aujourd'hui, le Brésil, les États-Unis et la France, par l'adoption à l'Assemblée nationale française de la loi Taubira en 2001, ont reconnu l'esclavage comme étant un crime commis contre l'humanité. Maintenant, la question c'est de savoir s'ils sont prêts pour réparer les crimes qui ont été commis. Et comment est-ce que cette réparation sera faite? C'est le débat. Il y a de grandes compagnies européennes qui ont profité de l'esclavage. Et ces grandes compagnies et ces grandes banques ont investi dans le développement de leur pays. Donc, qu'on le veuille ou pas, l'esclavage a contribué au développement de l'Europe. L'esclavage a contribué au développement de l'Amérique. Pour certains, la loi sur la discrimination positive faite aux États-Unis est une forme de réparation. Cette loi a permis aux Noirs américains d'occuper des postes de responsabilité. Mais il faut continuer la bataille en faisant comprendre à la communauté internationale la nécessité de réparer les dommages causés à l'Afrique, recommandent ces anciens chercheurs. La lutte contre le VIH-Sida, toujours d'actualité. Au Bénin, Maxime vit avec le virus du Sida depuis 1989. Grâce à son traitement quotidien, sa charge virale est devenue rapidement indétectable. Il a accepté raconter son histoire. Alphonse Kpadé et Evra Alané sont allés à sa rencontre. Suivez plutôt. J'ai été dépisté positif quand j'avais la toux. C'est en ce moment que j'ai été positif.
au cours d'une consultation médicale. Et ça, on m'a prescrit des examens. Donc c'est de là que j'ai commencé à faire les formalités pour la prise en charge. Je ne peux pas dire comment j'ai attrapé. J'avais perdu tout espoir. Tout espoir. J'ai eu un ami, bon père à son âme, c'est lui qui m'a fait remonter le moral. Ça fait au moins une trentaine d'années que je vis avec ce VIH. Au départ, le patient peut prendre au moins 10 et une douzaine de médicaments par jour. Dans les années 2000. Donc, il peut prendre 12 médicaments matin, midi et soir, ça fait 24 comprimés. Avec l'évolution de l'OMS, donc il y a d'autres qui peuvent prendre 3 médicaments ou bien un seul médicament par jour. Avant, on avait des difficultés pour faire les examens. Les examens étaient payants, comme le CD4, la charge virale. Bon, maintenant, jusqu'en 2000, je crois qu'il y avait la gratuité. Et les examens ne sont pas tous gratuits. Il y a la biochimie qui n'est pas gratuite, c'est payant. Il y a aussi la prise en charge nutritionnelle. Il y a d'autres patients qui ont dépensé leur argent en allant chez les fétichistes, tout ça, pour faire la prise en charge traditionnelle, tout ça là. Quand ils sont dépourvus d'argent, ils viennent maintenant pour faire la prise en charge médicale. Mais ils n'ont plus de moyens. Donc c'est aussi une difficulté. Donc l'État n'a qu'à faire un peu pour que déclare la gratuité de la prise en charge des biochimies et consorts. Le sida ne tue plus. Je peux dire que le sida, même dans tous les foyers, dans toutes les familles, il y a au moins une personne vivant avec le VIH. Le sida est considéré comme le mal de tête. Et parlant de VIH-Sida, l'ONU-Sida vient de publier son rapport annuel sur l'évolution de la maladie dans le monde. Au Sénégal, le taux de prévalence de 0,5% n'a pas évolué. Les communautés sont le socle de la lutte contre le sida, indique le rapport. Le reportage Fatou Sako. La lutte contre le sida a connu des avancées majeures dans le monde grâce à l'action des communautés. C'est là l'une des conclusions du rapport 2019 de l'ONU-Sida, lancé ce jeudi au Sénégal au cours d'un point de presse. Le message clé, si vous voulez, du rapport, c'est qu'il faut qu'on renforce nos efforts et qu'on fait d'autant plus d'intégrer, de financer et d'améliorer la réponse communautaire tout en prenant au sérieux le professionnalisme qu'eux, ils démontrent chaque jour. Si nous sommes sérieux à mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030. Pour le Sénégal, le taux de prévalence de 0,5% n'a pas évolué. Cependant, pour atteindre l'objectif des 3,90, les États doivent encore faire des efforts. La région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est la région qui a le moins de résultats dans la lutte contre le sida. Mais le Sénégal peut se réjouir d'avoir, en tout cas pour les objectifs des 3,90, d'être à 72, 84 et 64. Nous sommes à 1 an de 2020 et nous devons redoubler d'efforts, imaginer des nouvelles stratégies, amener les communautés à faire toujours plus, à faire toujours mieux, parce que nous pensons que c'est avec les communautés que nous ferons la différence. Vous le savez, nous avons de bons résultats, mais les résultats restent insuffisants chez les enfants. Nous devons nous mobiliser, trouver des ressources, trouver des partenaires pour accompagner la communauté à nous aider dans la prise en charge des enfants. Le dépistage, la prise en charge, la stigmatisation et l'information restent les défis majeurs face au VIH pour son éradication en 2030. Je l'annonçais dans les titres, le sel est un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il est essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture, indispensable pour la santé, mais très difficile à produire pour faciliter donc la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de la fabrication du sel. Une méthode écologique a été créée. Cette méthode consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Flavien Dovonou, environnementaliste, nous parle des avantages de cette méthode. Il est au micro de César Achadé et Iliad Bokovo. Les femmes
de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. La production d'agrumes est prévue pour chuter à 366 000 tonnes, soit 17% de moins que les 440 000 tonnes de la campagne écoulée. Ces perspectives peu reluisantes tiennent à la hausse des températures qui a entravé le développement des fruits durant la phase de croissance. Toutefois, il faut souligner que cette baisse en quantité de la récolte devrait être compensée en partie par l'amélioration de la qualité des oranges maltaises qui comptent pour environ 30% du volume total d'agrumes. Pour rappel, le verger d'agrumes de la Tunisie couvre une superficie d'environ 270 000 hectares. Le pays ambitionne d'atteindre 450 000 tonnes d'agrumes d'ici 2025 et exporte près de 90% de sa récolte vers la France. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.